Ce qui distingue les figures marquantes de notre histoire, c'est leur capacité à prendre des décisions qui transforment le cours des choses, à faire des choix décisifs qui impactent le collectif. Dans Le Jour où, nous explorons ces instants clés, ces moments où une vision individuelle devient une action collective, concrète, porteuse de changement. Mon invitée est une femme, elle incarne cette capacité à agir et à transformer. Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, a marqué la France avec ses réformes, en particulier sur l'emploi et la formation professionnelle. Mais avant cela, elle a brillé dans le secteur privé, contribué au rayonnement international de la France et s'est affirmée comme une leader engagée. Aujourd'hui, nous allons explorer le jour où Muriel Pénicaud a pris une décision qui a changé le cours de sa carrière et peut-être le destin de beaucoup d'autres. Muriel, bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour Fanny, merci. Alors on va commencer par le cœur de notre émission. Quel est le jour où vous avez pris une décision qui a marqué votre vie ? J'ai un peu de mal à répondre un jour. J'imagine. Pour moi, il y en a 4 qui ont été fondamentaux. Le premier, c'est quand j'avais 24 ans, j'étais administratrice territoriale. Ma petite carrière commençait à bien démarrer. Et ma phrase de l'époque, c'était « Mes baskets sont confortables, mais je ne suis pas sûre que c'est les miens ». Alors pourquoi ? Parce que, vous savez, c'est ce que vous ressentez. Bon, ça marche, mais finalement, ça ne vous engage pas complètement. Votre cœur n'est pas complètement là, ça n'a pas complètement de sens pour vous, pas suffisamment. Et donc, vous étiez où quand vous avez pris cette décision, quand vous vous êtes dit « ces baskets, elles ne sont pas pour moi » ? J'étais administrateur territorial à Nancy. Je venais de monter une formation pour les personnels des collectivités locales, les directeurs, une formation et on a fait des photos et l'exposition de cette photo a été censurée parce que montrant des réalités sociales trop dures. Voilà. Donc je pense que ça a précipité une décision en disant oui bon d'accord c'est pas mon univers, moi je veux pouvoir dire les choses. Et donc j'ai pris mon sac à dos et pendant un an j'ai été à plein d'endroits dans le monde. Et ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire. Donc vous êtes partie voyager. Excusez-moi, sac à dos, toute seule. Oui. Sac à dos, réfléchir et voyager. Voilà. D'accord. Réfléchir, voyager, rencontrer surtout. Et rencontrer, expérimenter et voyager. Et qu'est-ce que vous avez appris de ce voyage ? J'ai appris d'abord que le voyage serait à jamais ma source d'inspiration et voilà, nourriture. Et puis ça m'a surtout appris que par décantation, par rencontre, que je voulais vraiment être engagée socialement. Voilà, c'était clair. Et d'autres, alors, vous avez plusieurs jours décisifs dans votre vie. Sauter dans le temps. En 2008, je suis devenue directrice générale des ressources humaines du groupe Danone. Et à l'époque, Danone avait pris son virage de la santé par l'alimentation. Et un jour, je suis allée voir Franck Riboud, le président, et je lui ai dit, écoute, on a un problème, c'est qu'on promet des produits sains, mais nous, on a 100 000 salariés, 70% sont dans des pays en développement où ils n'ont pas de sécurité sociale, pas de couverture santé. C'est pas cohérent. Il m'a dit, vas-y. Et donc, on a créé Dan Cares, qui est la première couverture santé qu'une entreprise dans le monde ait faite pour tous ses salariés dans 90 pays. Et là où ça m'a appris des choses, c'est que ensuite, 300 autres groupes ont suivi. L'Organisation internationale du travail a célébré ça. Et ça, quelquefois, vous ne savez pas du tout vous-même vos choses, ce que vous faites. Tout à fait. En positif, en négatif, ça c'est bien. En fait, il faut le faire, je pense, à l'intuition, au courage, à l'intelligence et au cœur. Et puis après, on voit ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été ministre du Travail, c'est le moment où la France a présidé le G7. Présidé évidemment par le président de la République. Mais certains ministres avaient un G7 sectoriel. Moi, j'ai eu le G7 social à présider. Et là, patronat et syndicats mondiaux, la Confédération, sont venus me voir en disant on se rappelle d'Anne Kers, il y a 4 milliards de personnes qui n'ont pas de couverture santé. Est-ce qu'on peut faire une négociation du G7 avec les partenaires sociaux mondiaux ? Il n'y avait jamais eu une négo du G7 avec les partenaires sociaux. On a mené cette négo et maintenant c'est un programme qui est repris par l'ONU. Donc voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris d'abord on pouvait sauver des vies avec beaucoup d'efforts et pas tant que ça d'argent. On a beaucoup sauvé de vies. Vous devez être fier de cette avancée finalement. Vous dites, vous avez contribué vraiment à changer la vie des gens. Il n'y a pas plus belle récompense dans la vie. Hein. Voilà, donc ça c'est un deuxième moment qui a été fort pour moi. Et les autres ? Les deux autres ? Alors le troisième, c'est quand je suis devenue ministre. Le quatrième, c'est quand j'ai arrêté d'être ministre. Alors quand on devient ministre, comment ça se passe ?
Alors, à la française, on aime la dramaturgie, comme en ce moment on le voit, on aime la dramaturgie, donc les passations se passent en 3 quarts d'heure. Aux États-Unis, c'est 3 mois et demi, nous, c'est 3 quarts d'heure. Bon, je pense que la vérité devrait être entre les deux, donc il n'y a quasiment pas de passation. Non, mais avant ça, c'est-à-dire que le chef d'État vous appelle, le président vous appelle et vous demande. Le Premier ministre. Moi, je n'avais pas du tout anticipé que. D'accord. Donc vous étiez où Vous étiez où Vous étiez où à l'instant où le chef d'État vous appelle? Je venais de poser mes valises chez moi, littéralement 3 minutes avant, et la veille, j'étais à Tokyo, où je faisais 3 choses. Donc j'étais sur mon petit nuage. J'emmenais, comme j'étais DG de Business France, une centaine d'entreprises pour, à l'export, leur permettre de trouver des marchés. J'ai été speaker au Global Summit of Women, dont je suis membre du board, et c'est mon engagement pour les femmes. Et je faisais le vernissage de ma première expo photo à Tokyo. Bon, autrement dit, j'avais qu'une envie, c'était rester. Et puis je me suis dit quand même, je suis DG de Business France, il se passe des choses, il faut que je revienne. Et le téléphone a sonné à ce moment-là. Et d'accord, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça dure quelques secondes. Par contre, j'ai pris un petit moment pour réfléchir. Moi, parce que vous n'avez pas dit oui tout de suite. Non, je n'ai pas dit oui tout de suite parce que, il y a assez de monde politique pour savoir que c'était très violent et parfois impuissant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions ministérielles où finalement votre impact va être très faible. Ça, franchement, aller dans la cage du hamster politique qui est extrêmement brutale. Si on ne peut rien faire pour son pays, ça n'a pas d'intérêt. Alors, la réaction autour de vous, quelle a été la réaction de vos proches, justement, à cette annonce, à votre choix de devenir ministre du Travail? Il y en a qui ont été très inquiets pour moi, et d'autres ravis pour moi, et avait-il la gentillesse de dire pour la France. Les ravis étaient plus contents, mais il y avait quand même les inquiets. Les deux avaient raison. Et puis... mais plus de soutien ou plus de résistance? Non, soutien. Soutien. Il continue, alors évidemment les proches, mais aussi du côté patronat, syndicat. En 2017, c'est-à-dire 111 ans après la création du ministère du Travail en France, j'étais la première qui avait une vraie expérience d'entreprise. D'accord. Ce qui est important, finalement. Ça n'avait pas semblé important jusque-là. Apparemment, quelqu'un s'est dit, tiens, c'est peut-être pas idiot qu'elle connaisse une femme. Et une femme, je n'étais pas la première. Non, vous n'étiez pas la première, mais c'est quand même important. Oui. D'accord, donc du soutien et de la résilience. Le dernier moment décisif pour vous, ça a été lequel? Ça a été de quitter le gouvernement. Moi, après... le Code du travail, la réforme de l'apprentissage, le Code personnel de formation, l'index égalité, et toutes les mesures d'activité partielle pendant le Covid. Après 18 mois de menaces de mort quotidiennes, après, etc. Moi, en 2020, je me suis dit, ça y est, je n'étais pas venue pour faire carrière politique, j'étais venue à un moment donné pour pouvoir contribuer et faire des choses pour mon pays et mes concitoyens. Donc, on a pu les faire. Il y a eu quand même 1,5 million d'emplois qui se sont créés. Ce n'est pas que les réformes du ministère du Travail, mais c'est un gros contributeur, notamment sur le chômage des jeunes. Et donc, je me suis dit, job is done pour ce que je peux faire moi. Et donc, quand il a été question de changer le gouvernement en 2020, à la fin du deuxième gouvernement d'Édouard Philippe, qui fait les 2 premiers, à ce moment-là, j'ai dit... moi, je suis volontaire pour... il faut qu'il y en ait qui bougent. Donc, moi, ça, vous en aviez marre? Vous étiez fatigué? Non. Si, fatigué. Regardez toute la tête des politiques. Et regardez, 5 ans après, qu'on a l'air plus jeune. Si, il y a une légèreté de vivre que vous pouvez retrouver, que vous n'avez pas. Mais oui, je pense que c'était pas tellement ça. C'est que on rentrait dans... Vous savez, les 3 premières années, vous pouvez faire des réformes ou gérer des crises comme le Covid, mais et puis après, à la fin, on rentre dans une période... Les périodes préélectorales, c'est de la popole. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pas mon truc. Donc moi, je suis pas l'animal pour faire ça, voilà. Comment ça se passe justement pendant le Covid, quand on est ministre du Travail, une journée type d'un ministre du Travail pendant le Covid? On est passé de 12-15 heures à 18 heures de travail par jour, nous, parce que en fait, c'était assez hallucinant. On avait le droit d'aller au ministère du Travail dans un silence de Paris total. On entendait les oiseaux, c'était très spécial. Mais surtout, moi, j'ai fait partie des quelques ministres qui ont su quelques jours avant qu'il y aurait le confinement. Et on s'est dit comment on fait pour ne pas refaire les erreurs de 2008-2009 où le chômage a augmenté énormément quand une crise économique et financière. Et là, on savait qu'on allait fermer une partie de l'économie. Donc, on a regardé ce qu'avaient fait les Allemands, qui avaient fait beaucoup mieux. Nous, on venait juste de passer
au niveau d'emploi qu'on était 11 ans avant la crise de 2008-2009. Donc on s'est dit, si on en prend pour 11 ans, là, ça ne va pas. Et donc, on a travaillé avec mon équipe et on a proposé, j'ai proposé au président et au Premier ministre qu'on mette en place un airbag sur l'emploi, c'est-à-dire l'activité partielle généralisée, pour à la fois sauver l'emploi des salariés, mais aussi sauver les compétences des entreprises pour qu'elles repartent derrière. Et voilà, c'est la réunion la plus chère de ma vie. Allez-y, donnez-moi un chiffre. On a tout l'idée dans tous les sens. Et, alors, on discute 2 heures. À la fin, ils me disent, bon, le président me dit, ok, on est convaincu. Il faut combien? Et là, c'est le moment où vous prenez votre respiration. Je dis, écoute, on ne sait pas si ça va durer 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Donc on a pris une hypothèse à 2 ans, coup de bol, enfin c'est... Oui, c'est voilà. Coup de bol. Ça s'appelle coup de bol. Parce qu'on ne savait rien du tout. Et donc là, si on fait vraiment un confinement fort, il faudra 30 milliards. Et ça, à la fin, ça a été 28 milliards. Voilà. Mais si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu un coût monstrueux humain, un coût monstrueux, on aurait passé aussi des dizaines de millions à la CDI. Et le PGE là-dedans le PGE, alors c'était Bercy, donc on travaillait conjointement, j'imagine. Voilà, absolument, Bercy avec Bruno Le Maire et ses équipes, nous pour l'activité partielle. Et ce qui était aussi très étonnant à ce moment-là, c'est qu'on n'avait pas encore de visio. Hein. Non, j'imagine. Très moderne. Mais on faisait un call 3 fois par semaine. Je faisais un call avec les numéros 1 patronat et syndicats. D'accord. Les 3 représentants patronaux et 3 syndicats. Tous ont toujours été là au call, et de façon hyper constructive, parce qu'il fallait régler aussi, on découvrait que les marins pêcheurs n'ont pas de salaire de base. Comment vous faites le salaire de base pour l'activité partielle? Les intermittents du spectacle, hop, rallonge de 1 an. Enfin, on a cas par cas. Cas par cas, et puis il fallait lever plein d'obstacles, parce qu'on a changé un système d'information en 3 semaines, qui a, 3 semaines après, payé les salaires de 8 millions de personnes dans 1 million de boîtes. Vous imaginez bien que ça... On a tout bousculé. Et moi, je crois un immense coup de chapeau, parce que les administrations, les organismes ont fait un boulot incroyable. Quand je les rencontre aujourd'hui, ils me disent c'est notre plus beau jour de notre vie professionnelle, parce qu'on a fait vraiment un truc qu'on pensait impossible pour les autres. On va revenir sur votre parcours et sur vos inspirations. Il est riche et varié, on le voit. Vous avez été l'une des dirigeantes d'entreprise, une diplomate économique, puis une ministre. Quelles étapes ont été les plus formatrices pour vous, mis à part le voyage? Ah oui, tout. Enfin, moi, j'aime la vie à 360 degrés, peut-être pour ça que je fais la photo, je me retourne. Et du coup, j'ai voulu aller de l'associatif aux collectivités territoriales, à l'État, mais sur le terrain et national, en politique et dans l'administration, et puis beaucoup dans l'entreprise internationale, et dans la diplomatie 2 fois. J'étais ambassadrice 2 fois, donc avant et après d'être ministre. Donc, je pense que j'ai une curiosité qui n'a pas de fin. Enfin, si, le jour où il y a de la fin, c'est... voilà, je meurs. Voilà. Et donc, mais presque dans ce sens-là. Donc, la curiosité et puis la passion de voir que ce qui me forme tout le temps, c'est... Je suis toujours stupéfaite, mais ça m'apprend des choses aussi, de voir à quel point il y a des gens engagés. Oui. On dirait pas, parce que... On les voit pas forcément. On a l'impression que le monde entier va mal et que tout va mal. Mais en fait, moi, par exemple, quand j'étais ministre, j'ai passé 1 jour par semaine sur le terrain, sans les caméras, une demi-heure pour les caméras, et puis après, discuter réellement. Les trésors d'engagement qu'on a dans notre pays, alors c'est des patrons de TPE et de PME, c'est des associations, c'est des individus, c'est des maires, il y a des trésors d'engagement, et ça m'apprend à chaque fois, parce qu'ils sont loin de la visibilité, donc c'est pas ça qu'ils cherchent. Mais ils ne baissent pas les bras. Enfin, le courage, ça m'apprend des choses. Le courage des autres renforce le mien, et moi, m'apprend des choses en continu, et puis ça m'apprend la réalité sociale, tout simplement. Je vous appelle Muriel, mais vous préférez peut-être que je vous appelle Madame le ministre? Ah non, mais non. On a des trucs officiels, oui, la première phrase, et après, c'est Muriel. D'accord. J'ai retrouvé mon prénom, c'est bien. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Quels ont été les modèles ou les mentors qui ont inspiré chaque phase de votre carrière? Parce que j'imagine que vous en avez eu des mentors, des gens qui vous ont inspiré. Oui. Alors, moi, jusqu'à 30-35 ans, les 3 personnes qui m'ont le plus inspiré, c'est une femme, qui s'appelle Geneviève Cagour, qui était la DG adjointe du centre de formation des personnels communaux, là où je travaillais, avant de prendre le vent. Donc, il y a eu un concours pour être administrateur territorial. Et c'est un concours sur titre, puisque je venais de créer le concours. Et donc, je postule. Et ne sont pris que des hommes, beaucoup plus âgés. Donc, je pose ma démission. Et elle va me chercher, elle me dit « Attendez 24 heures ».
Elle a demandé au registre de délibérer et j'ai été nommée administratrice. J'avais un peu la même ou pas quand même, parce que après, pas du tout. Contente. Non, mais j'ai compris à quel point la solidarité entre les femmes était importante dans la bataille. Parce que je me suis retrouvée, on était une promotion de 50, tous les hommes étaient des hommes entre 35 et 50 ans, et moi j'étais la petite jeunette de 23 ans. Mais ça n'a pas dû être facile. Je sais pas. Ils vous écoutaient, vous aviez votre mot à dire. Il faut s'imposer. J'ai vite eu mon fan club qui, dès que ça commençait à genre les blagues idiotes et tu t'auras les ramener, moi j'avais rien à dire. Et puis le deuxième, c'est un certain monsieur Knecht qui était président de l'Union des commerçants de la ville de Metz. Ça, c'est quand j'ai, grâce à Bertrand Schwartz, qui était aussi un mentor, à 28 ans, j'ai dirigé une des 3 premières missions locales en France pour les jeunes, à Metz. Et lui, tout le monde me disait, là, il est dans le journal tout le temps, il pense qu'à sa pomme, il pense pas aux autres. Puis je suis allée le voir un jour et je lui ai dit, ben voilà, nous on s'occupe aussi de la réinsertion des mômes de la prison de Queuleux, maison d'arrêt, c'est moyenne d'âge 25 ans. Bon, mais pour ça, il faut leur trouver une entreprise. Alors vous qui avez un réseau incroyable, vous pouvez leur trouver une entreprise, si ça va pas, on va les chercher. Mais il a joué le jeu et grâce à lui, qui n'était pas réputé comme un machin, on a fait un travail que beaucoup n'ont pas pu faire. Voilà, et le troisième, c'est quand j'étais adjointe au délégué général, là il m'a pris l'état lui, délégué général à la formation professionnelle au ministère du Travail, donc là j'avais 30 ans. Et un jour, on avait une discussion budgétaire épouvantable où déjà Bercy ne comprenait pas la différence entre un coût et un investissement quand on investit dans les formations. Bercy. Ah non, mais ils n'ont toujours pas compris qu'investir dans les compétences, c'est investir dans l'avenir de chacun et du pays. Dans les talents. Et du coup, on est 25e pays au monde pour les compétences. Hein. On devrait être dans les 5 premiers. Et bon, bref, ils n'avaient pas compris, mais lui, il le savait. Et un jour, une réunion stupide où on veut supprimer un truc stupide, un truc qui marche très bien et qui a de l'impact. Il se lève, il était grand, un peu la Tati, vous savez, qui me démarche comme ça. Et il se lève, il y avait 30 fonctionnaires, voilà. Il se lève, il va à la porte, grand silence, il ouvre la porte et il dit « Cette République est gouvernée par des comptables » et il claque la porte. Ça a été mon Dieu. Joli moment de théâtre, finalement. Oui, mais moi, ça m'a fait comprendre quelque chose. Même si quand on est fonctionnaire, on peut avoir du courage. Bien sûr. Le courage, c'est pas se taire. Le courage, c'est aussi parler. C'est assez assumé. C'est assumer, donner ses opinions, les prouver, les démontrer, bien sûr, pour convaincre. Il faut des faits. Mais il faut y aller. Et puis, cette notion, effectivement, de l'investissement dans l'humain, qui pour moi est la clé, pas simplement du social, mais de l'économique aussi. On parle depuis à peu près 10 minutes déjà, Muriel, mais je me demande combien de carrières vous avez eues, parce que depuis qu'on parle, vous avez eu au moins une dizaine de postes différents. Je pense que c'est même plus que ça. En fait, de toute façon, on dit à tous les jeunes aujourd'hui qu'ils feront 10 métiers, donc moi, c'est fait. On est entre 5 et 10. Donc moi, je suis très jeune parce que je suis dans la génération qui fait 10 métiers, qui prend son sac à dos et qui cherche du sens, donc je les comprends très bien, les jeunes. En tant que femme leader, vous avez été confrontée à des défis liés à la perception du leadership féminin en France et à l'international. Comment vous avez géré ça ? Alors, le premier épisode commence mal, c'était au bout de 3 mois de vie professionnelle. J'étais donc au centre de formation des personnels communaux et je fais un petit texte sur ce que devrait être la stratégie formation. Ouais. Puis ce texte, j'étais tout en bas de l'échelle, il y avait au moins 6 niveaux, 6 ou 7, monte les étages et plaît et présenté au conseil d'administration. Et donc on me demande d'aller le présenter. Alors moi j'étais là depuis 3 mois, j'étais tremblotante comme vous imaginez. Et juste avant d'entrer, il y a la syndicaliste de la CFDT et l'adjointe de mon service qui me disent « Fais gaffe, le président du conseil d'administration, il saute tout ce qui bouge. T'as 22 ans, 21 ans, va pas dans son bureau. Fais gaffe. Donc j'arrive encore plus sécurisée. J'arrive, je fais mon petit topo. Ouais. Et là, le président, qui est décédé maintenant, sinon je crois que je donnerai son nom, dit... voilà, écoutez Muriel, c'est très bien, je n'ai jamais vu, hein. Muriel, c'est très bien, c'est très intéressant, nous n'avons pas le temps d'en discuter, donc il dit ça devant tout le conseil, venez dans mon bureau après le conseil, comme ça nous pourrons en parler de façon plus approfondie. Et là je me lève, mue comme un ressort, et je dis, quand vous voulez Pierre, alors personne n'avait jamais fait son prénom, quand vous voulez Pierre, mais c'est dans mon bureau, et je sors en claquant la porte. Je n'avais pas de bureau, j'étais stagiaire. J'adore. Voilà. Et là,
Donc je me suis dit, bon, je suis virée, c'est pas grave, je trouve un autre boulot. Hein. Et alors, vous avez été virée ou pas? Non, parce qu'il y avait tellement de témoins. Ouais. Mais voilà. Et donc, quand j'ai été DGRH de Danone, là, je repars en 2008, le jour où je suis arrivée, c'est une entreprise très avancée socialement. Mais sur les femmes, à l'époque, non. Très avancée sur d'autres sujets, pas ça. Et je reçois une 50aine de mails de femmes. La moitié avait quitté l'entreprise, parce que j'avais déjà été dans le groupe des années avant, donc tout le monde me connaissait. Et elle me dit, écoute, on ne savait pas que tu deviendrais DGRH, tu es la première femme au COMEX, ça nous donne de l'espoir, mais pour nous c'est trop tard, mais fais quelque chose pour les suivantes. Nous on est partis, parce qu'on n'avait pas d'espoir de carrière chez Danone. Et puis les autres 25 à peu près, disant, écoute, on est là, on n'en peut plus, tu es la première femme au COMEX, fais quelque chose. Et donc, c'est là qu'on a lancé, avec l'aide d'Anne Thévenet, on a lancé le mouvement Ève. Maintenant, il y a plus de 10 000 femmes qui sont entrées dans ce programme de développement du leadership des femmes. Ça couvre plein d'entreprises. Et puis que j'ai commencé à mesurer. J'ai vu la force de la mesure. Et évidemment, on s'est aperçu qu'il y en avait en bas, mais un peu au milieu et pas du tout en haut. Donc, évidemment, quand j'ai été ministre du Travail, je voulais... Justement, on va en parler. Voilà. On va en parler. Vous avez initié des réformes majeures. Donc, j'ai été dans des endroits différents, mais je suis toujours sur les mêmes sujets. Hein. Ah, mais oui, bien sûr, mais vous avez raison. De toute façon, pour convaincre, il faut se positionner. Vous avez initié des réformes majeures, notamment sur la réforme professionnelle et l'assurance chômage. Quelle a été la plus grande difficulté à surmonter pour faire passer ces réformes? Alors, la plus grande difficulté, ça a été sur l'apprentissage, parce que... Ce qui aujourd'hui, l'apprentissage, c'est une part très, très, très importante de l'emploi de demain. De l'emploi de demain, et je pense des réussites collectives qu'on a fait, parce qu'on est passé d'environ 300 000 apprentis à 1 million, et moi j'inaugure encore des CFA, 4 ans plus tard, on me demande, je suis devenue un peu la marraine de l'apprentissage, et je vois des jeunes passionnés, c'est pas parfait, mais il y a plein de jeunes passionnés à qui s'ouvre une voie royale, pour les études comme pour le travail. Et donc, en fait, ce qui a été difficile, c'est que les régions, je connaissais bien le sujet, l'équipe que j'avais réunie autour de moi dans mon cabinet aussi. On avait une vue assez claire de ce qu'il fallait faire. Mais pour ça, il fallait reprendre le pouvoir aux régions et surtout l'argent qu'elles utilisaient qu'à moitié pour l'apprentissage. Et donner l'initiative aux jeunes, aux entreprises, aux branches. Ouais. Et voilà. Et donc, il y a eu, c'est quand même assez rare qu'en 2010, il y avait une pétition de présidents de région dans la presse pour dire qu'ils devraient partir. C'est assez rare. Vous ne deviez pas être bien. Vous en foutiez. Il y en a un qui a soutenu, c'est Xavier Bertrand, qui a été un ancien ministre du Travail. Et le Sénat, bien qu'il soit l'émanation des régions, ça s'est quand même plutôt bien passé. On va parler de la réforme de la formation professionnelle via le compte formation. Ça a touché des millions de Français. Quand vous la regardez aujourd'hui, quels en sont les succès et les points à améliorer? Est-ce que vous pensez qu'il y en a? Oui, les deux. Le plus grand succès, c'est que quand on a lancé ça, donc toujours dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, la même que l'apprentissage et que l'ADEX, égalité homme-femme, moi j'avais la conviction qu'on entrait dans une société de compétences. C'est encore plus visible aujourd'hui avec l'IA, la transition écologique. On ne va pas simplement changer de métier 10 fois, on va se former tout le temps parce que d'après le CDE, les compétences professionnelles qu'on apprend dans l'enseignement initial, maintenant, elles ont une durée de validité de 2 ans en moyenne. Autrefois, c'était 30 ans. Voilà. Donc, se former, apprendre, travailler, ça va être un seul mouvement. Donc, on ne peut pas compter sur les entreprises pour faire toutes les formations sur tous les sujets, même qui ne sont pas de leur ressort, pour tous les salariés. Donc on s'est dit, il faut l'engagement des entreprises sur la formation, et le complémentaire, c'est donner du pouvoir à chaque individu sur sa vie. Pour avoir du pouvoir sur sa vie, pour pouvoir choisir son métier, il faut pouvoir avoir le choix de se former. Donc il existait un compte personnel de formation, mais il fallait des autorisations, c'était long. Maintenant, c'est très simple. Hein. On a changé quoi? D'abord, on a dit, ça ne va pas être des heures, ça va être du temps, ça va être des euros sur un compte en banque à la Caisse des dépôts. Deuxièmement, c'est très simple. Troisièmement, on fait une appli où vous avez toutes les formations qualifiantes du pays. Vous savez si vous pouvez faire... non, mais parce qu'on peut passer son permis, on peut tout faire avec le compte formation. On peut tout faire ce qui est professionnel, avec des titres professionnels. Et j'ai fait une exception pour le permis de conduire, parce qu'il y a tellement de gens
qui ne peuvent pas prendre un emploi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se passer le permis. Et c'est effectivement un des 5 best-sellers. Et l'autre, c'est la création d'entreprise, c'est le bilan de compétences et c'est la technologie et les langues. Évidemment. Donc ça, c'est et les le points grand améliorés succès. Le grand succès, c'est qu'il y a eu 7 millions de personnes déjà. Ouais. Mais là-dedans, ce dont je suis, et nous sommes le plus fiers, c'est que 80% sont des ouvriers et des employés. Et on nous avait prédit, ça sera les cadres, comme d'habitude, ils qui iront. Non, les Français ont bien compris que c'est le passeport pour l'avenir pour eux. Tout à fait. Donc 80% d'ouvriers et d'employés, 50% de femmes qui avant y accédaient moins, et 20% de seniors qui ont bien compris que les entreprises, pour l'instant, ne misaient pas sur eux. Voilà. Donc c'est un vrai succès populaire d'émancipation sociale. Je regrette beaucoup que le gouvernement ait mis un reste à charge. Ait mis un reste à charge, c'est-à-dire que maintenant il faut payer 100 €. Alors, si vous êtes cadre supérieur et que vous faites un master, c'est pas un problème, ou même cadre. Mais pour ceux qui sont au SMIC, qui sont les premiers concernés, il y en a beaucoup maintenant que ça freine. Et dans les choses améliorées, il y avait des choses sur la qualité, le démarchage, etc., qui ont été faites. Il y a encore des améliorations techniques à faire, notamment, c'est un peu technique, mais comment les entreprises peuvent cofinancer avec les individus en co-payant. Enfin, voilà, il y a encore des choses techniques à faire. Très bien. Mais on est envié il y a plein de pays dans toute l'Europe, dans l'OCDE. On est le seul pays en Europe à avoir ce compte formation. Au monde, il y a Singapour qui avait commencé, qui avait arrêté, et là qui vont probablement recommencer. Et par contre, il y a beaucoup de pays qui veulent le faire aussi. On va aller au sens plus large. En politique, les décisions sont souvent controversées. Vous en avez été victime souvent. Comment on gère les critiques, les pressions pour maintenir un cap ? D'abord, il faut mieux avoir une vision, parce que sinon, vous n'avez aucune chance de tenir un cap. Ça, c'est sûr. Non, mais ça paraît bête à dire, mais c'est... Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas, de vision. Il y en a qui ont la vision électorale. Oui. Il y a des grands experts de la vision électorale. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, c'est nécessaire dans une démocratie. Quand ils sont trop en proportion, on n'a plus de vision pour le pays. Pour moi, il faut un dosage entre tout ça. Donc, le premier, c'est avoir la vision. Deuxièmement, on ne va jamais seul dans une bataille. Hein. Non. Sinon, ça s'appelle... Faut mieux pas. C'est suicidaire. Et puis, c'est surtout inutile parce que ça ne marche pas. Donc, ça, c'est vrai que le fait d'avoir quelques années de vol derrière moi, je connaissais beaucoup de monde dans le patronat, dans le syndicat, dans les collectivités territoriales, dans l'associatif. Enfin, ça joue beaucoup parce que vous avez des alliés qui savent vos convictions, et avec lesquels on les partage au moins. Et puis après, il faut se retourer d'une super équipe. Je me suis entourée d'une super équipe. Il y en a qui venaient du patronat, des syndicats, des parlements, tous engagés, une énarque, voilà. Et j'ai pas fait du tout un cabinet classique, mais vous aviez pas fait l'ENA, vous? Ils sont formidables. J'ai fait ni l'ENA, ni HEC, ni Polytechnique, et j'ai dirigé des polytechniciens, des HEC et des énarques. Parce que quand j'avais 17 ans, j'avais lu Bourdieu, La reproduction des élites, et donc j'ai refusé d'entrer en prépa pour entretenir la reproduction des élites, de moyenne bourgeoisie. Jolie anecdote. J'avais pas compris que pour une femme, ça aurait été une avancée, mais bon, c'est pas grave. Mais je regrette pas parce que je suis allée en voyage. Je suis d'abord allée à Nanterre, à la fac de Nanterre, en histoire, en sciences de l'éducation. Le chemin est certainement plus long, mais il est plus riche, donc j'ai aucun regret. Vous avez été très engagée sur les enjeux sociaux comme la qualité de vie au travail. Quelles avancées souhaiteriez-vous voir encore dans ce domaine ? Je trouve qu'on avait, à un moment donné, on avait fait un rapport, c'est en 2000 je crois, après les suicides de France Télécom, on avait... Henri Lachmann qui présidait Schneider, Guy Larose qui était au bureau confédéral de la CGT et moi qui étais donc DGRH de Danone, le Premier ministre de l'époque, nous a confié un rapport à faire pour comment on évite. En fait, c'était éviter les risques psychosociaux. Et nous, on est allé un peu plus loin. On a parlé de bien-être et d'efficacité au travail. On a fait un petit rapport qui tient en 12 pages, qui est toujours sur Internet, qui est toujours cité, parce qu'en fait, il faut aller structurellement. Sur ces sujets-là, il faut que les conseils d'administration, il faut que les comités exécutifs s'en saisissent. Ce n'est pas un sujet juste pour faire du social à la fin. La qualité de vie au travail, c'est essentiel sur le plan social, mais c'est aussi lié à l'innovation et à la qualité sur le plan économique. Donc je pense que les réformes à faire, elles sont beaucoup dans les entreprises maintenant, pour avancer là-dessus. On va parler d'une vision sur l'avenir, sur des inspirations personnelles, avec un regard beaucoup plus global. Quels sont les grands défis du monde du travail aujourd'hui, de la formation, auxquels nous devons nous préparer ?
Alors, je pense qu'il y a 4 grandes vagues, Mhm. en espérant que ça ne fait pas un tsunami, 4 immenses vagues. Ça dépend de nous, hein, nous tous, comment on anticipe, on accompagne. Il y a évidemment l'intelligence artificielle, la transition écologique, la démographie qui change beaucoup la structure du monde du travail. Tout à fait. Avec, en gros, les pays du nord du globe qui vieillissent très vite et du sud qui sont jeunes. Et évidemment, le rapport L'âge de la au retraite. travail. Oui, c'est un petit bout de tout ça, Ouais. mais qui est lié aussi à la démographie. Et le changement du rapport au travail. Donc ces sujets-là sont importants. J'ai d'ailleurs l'occasion d'en parler dans beaucoup d'endroits en France et dans le monde, et de préparer une BD, un roman graphique sur ce sujet. D'accord. Donc ça, il sortira courant Avril. Courant avril. 9 avril. 9 avril, d'accord. On va parler de votre vision pour le rôle des entreprises dans la transformation sociale des entreprises et écologique. Surtout, aujourd'hui, on sait que c'est la RSE un pan très important. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle aujourd'hui qu'elle doit prendre? Est-ce que c'est prégnant pour les entreprises? Alors, l'Europe est plus avancée que le reste du monde là-dessus. D'accord. Et hélas, on va le rester beaucoup plus avancé parce que je pense qu'entre Les États-Unis et Trump la Chine, on ne va pas avoir beaucoup de soutien sur ces sujets-là au plan international. Ce qui est une vraie préoccupation. D'ailleurs, on le voit déjà au niveau COP, au niveau... Bon, alors que ça urge. Enfin bon. Donc, je pense que l'important maintenant, c'est quelle est la part que doivent faire les gouvernements, la part que doivent faire les entreprises. Tout à fait. Et la société civile. Les gouvernements ont leur part. L'Europe, bon, c'est parfois peut-être un peu trop bureaucratique, mais quand même, ça va dans le bon sens. On a une constance maintenant depuis une dizaine d'années, et puis depuis la COP qu'a présidé Laurent Fabius, on progresse quand même sur le plan du droit international et du droit européen sur le sujet. Et puis, alors les entreprises, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a des secteurs où ils l'ont vraiment pris à bras-le-corps. D'accord. Et maintenant, c'est un sujet stratégique. C'est pas simplement pour se conformer à des règles, Oui. c'est un sujet stratégique et toute la chaîne de valeur est en train de changer. Par exemple, dans le bâtiment, vous avez besoin de travailler sur les fournisseurs, la matière première, le mode de construction, l'énergie, diminuer l'énergie dans les bâtiments. C'est toute la chaîne qui est en train de changer. Dans l'alimentaire aussi. Évidemment dans l'industrie de l'énergie. Donc moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir maintenant, il y a des secteurs qui y vont, et là, ça va aller plus en profondeur. Mais il faut que la société civile reste présente. De toute façon, zéro émission carbone 2050. En Europe. Est-ce que vous pensez que les entreprises vont y arriver? C'est pas que les entreprises. Elles sont obligées. C'est les entreprises, les collectivités publiques. Et pour ça, il faut beaucoup d'innovation aussi. Par exemple, un transport propre, il y a beaucoup d'innovation technologique dedans. Donc, il ne faut pas opposer la technologie au développement durable. La technologie ne va pas tout faire, mais elle peut servir au développement durable. Et puis, il y a aussi les comportements de tout le monde. Mais quelquefois, les comportements, on vous focalise sur des choses qui, en fait, sont secondaires. Il faut vraiment, par exemple, réinventer certains secteurs. C'est vrai pour les transports, mais pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Or, on est en train de faire un peu le contraire par des mesures qui vont dans l'autre sens. Or, c'est un des gros sujets qui va être déterminant pour à la fois notre santé, tout à fait, et la planète dont nous sommes qu'un tout petit bout et quelques vivants au milieu de tous les autres. Donc la planète nous survivra. On dit toujours sauver la planète. Non, c'est sauver l'humanité dans la planète. Et l'humanité et tous les autres êtres vivants, animaux et plantes. Et oui. Si vous pouviez transmettre des messages aux dirigeants d'aujourd'hui, ça serait lesquels? Alors, oser. Oser faire confiance à vos salariés, oser miser sur l'investissement social, oser la transition écologique, oser l'innovation technologique avec l'IA, oser, mais partager. Le partage de la valeur est quelque chose qui aujourd'hui est insuffisant et les écarts de rémunération dans certains domaines tuent tout autre discours. Donc je pense que oser, soyez cohérents et... On va parler de votre rôle de photographe maintenant, parce que vous êtes aussi photographe à vos heures perdues. C'est un métier, c'est une passion pour la photographie? Alors c'est une passion que j'ai eue toute petite à 11 ans avec mon premier Polaroid de noir et blanc. Quand je vois sur la photo, il était immense. Il était énorme. C'était énorme. Et puis après, j'en ai fait un peu, j'ai un peu vite arrêté. C'était cher, l'argentique qu'il fallait développer, etc. Quand on n'avait pas de labo, c'était cher. Puis j'ai une vie professionnelle légèrement active. Un petit peu. Un petit peu. Des enfants. Voilà. Donc j'ai mis sous le boisseau longtemps. Et puis il y a 12 ans, je me suis aperçue que les braises étaient toujours rouges. Alors, je me suis dit, bon là, des fois qu'on vive qu'une vie, je vais prendre cette hypothèse. Je ne peux pas ne pas vivre cette vie-là. Donc j'ai commencé vraiment il y a 12 ans la photo. J'ai comme mes premières expositions à Paris, à Tokyo et à Pékin. Mais qu'est-ce que vous faites comme type de photo, Muriel Pénicaud?
C'est toujours dur de parler de son... Ah, je sais. J'ai un livre, les éditions Skira viennent de sortir un livre qui s'appelle Matrice du monde. C'est une monographie de 150 de mes photos, pour les curieux. Voilà. D'accord. Mais disons que c'est la photo plutôt poétique, humaniste, principalement en couleur, sauf quand il s'agit de la liberté des femmes dans le monde où j'ai besoin du rouge. D'accord. Et donc j'avais commencé à exposer, j'ai dû faire une pause pendant la période ministre et ambassadeur, je n'avais pas le droit d'exposer, bon. Et j'ai recommencé cette année, et là en ce moment j'expose à Paris pour la deuxième fois de l'année, et puis janvier c'est Pondichéry, après c'est Barcelone, après c'est Milan. On va retrouver le voyage, à la fois pour partager, et puis à la fois pour recevoir, puis pour faire de nouvelles photos. Est-ce que vous faites de la retouche sur vos photos ou c'est des photos brutes, complètement brutes? Je fais des petites retouches. Parce que par exemple, une de mes sources d'inspiration, c'est l'envol de l'oiseau. Bon, l'oiseau envole au 1/6 millième de seconde. Vous avez parfois besoin de recadrer. Donc je fais des légères retouches. Mais ça ne m'amuse pas la retouche en fait. Il y a des gens qui ont le kiff de vraiment travailler sur l'ordinateur des heures, leurs photos. Moi, mon kiff, c'est la prise de vue. Comment en 1 millième de seconde, vous capturez quelque chose qui peut être Vous n'avez pas l'impression de perdre, justement, quand vous prenez la photo, de perdre l'instant parce que vous ne le regardez pas avec vos propres yeux? Ah non, c'est l'inverse. C'est que parce que je fais de la photographie, je crois que en permanence, enfin là, j'ai déjà pris 5 photos depuis le début de notre entretien. C'est vrai? Mon œil prend des photos tout le temps. Donc, de temps en temps, j'en prends une. Et puis, c'est tellement beau qu'un millième de seconde peut permettre de partager quelque chose qui est universel, qui est atemporel. Enfin, c'est magique, hein, la photo. Et c'est à la portée de tout le monde. Et il n'y a pas de barrière culturelle. Alors, je vais vous demander de résumer votre parcours en quelques mots. Et qu'est-ce que vous choisiriez de parler si je vous demandais de résumer votre parcours? Vous parleriez de quoi? Passion, engagement et découverte. Je dirais 3 mots, simplement? Déjà, ça fait pas mal, non? Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. J'ai une question. Quelle est la prochaine grande décision que vous espérez prendre ou que vous prendrez pour l'avenir, Muriel? Je ne sais pas, mais c'est très bizarre. J'ai vraiment l'impression d'être au début d'un nouveau cycle de vie. Ah, d'accord. Donc, vous en avez eu combien de cycles de vie, du coup? Je sais pas, mais... Quelques-uns. Oui, moi, je pourrais me dire à mon âge maintenant, ça va être un peu comme hier en moins bien. Pas du tout, c'est d'autres fenêtres. Par exemple, l'art permet des conversations sociales complètement différentes, soit avec les mêmes gens, soit avec d'autres gens. Donc ça m'ouvre des horizons. Des horizons. J'aime aussi l'écriture. Ah, vous écrivez aussi un petit peu? Oui, mais pour l'instant, c'était sous le pseudo. Mais bon, enfin, sauf les essais. Les essais engagés où je parle de ma vie de ministre et de dirigeant d'entreprise. Là, oui, bien sûr, avec mes convictions. Ça, c'est l'édition Human 6. Ça, c'est vraiment, c'est tout à fait officiel. Mais je sais pas. Mais j'ai envie d'explorer des nouveaux champs. Et votre conviction et par rapport aux femmes aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors, moi, premièrement, je suis donc au Global Summit of Women dans plusieurs réseaux de femmes engagées dans le monde. Mais aussi, j'ai créé une fondation il y a 10 ans, 12 ans, qui s'appelle Sakura, parce que j'aime beaucoup le Japon, et où on aide des artistes engagés sur les sujets de société. D'accord. Et récemment, là, il y a quelques jours, on a décidé de s'engager encore plus sur le soutien aux femmes photographes dans le monde. Et notamment, en ce moment, on soutient une jeune Iranienne, on va soutenir une jeune Afghane qui sont exilées. Donc la cause des femmes, elle passe aussi par les photos, par les images, par l'émotion, par le partage. Et donc, voilà, ça fait partie des choses qui font partie de mes engagements et où je peux relier la cause des femmes et l'art. Donc il y a plein de moyens d'aider. Et des défis politiques, non? Muriel Pénicaud en politique, tout ce dont on parle est politique, non? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Moi, c'est tout à fait politique. C'est tout à fait juste. Politique dans le monde politique. Non, fini? Non. Moi, j'ai été très heureuse de... J'ai capitalisé sur des tas de choses que j'avais fait avant pour essayer de faire avancer l'emploi, les compétences pour les jeunes, l'égalité pour les femmes et pour tous les salariés. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est pas parfait, mais on a fait quand même des grandes avancées et je pense qu'elles seront durables. Ça, c'est ce que je pouvais apporter de mieux. Mais bon, faire un truc parmi d'autres, moi, c'est pas
moi, j'aime mieux être à 100% dans ce que je fais. C'est une autre manière d'avoir de l'influence, hein, ce que je fais. Mes conférences, l'art, les conseils d'administration où je suis au plan international, je fais de l'influence aussi. Mais sous une autre forme. Voilà. Très bien, très bien. Donc la prochaine grande décision, c'est finalement vous occuper de votre art et de vous occuper de votre photographie. Elle est déjà prise. C'est pas que la photo, mais l'art, la photo est maîtresse, quoi. D'accord. Pourquoi peinture Non, mais la dessin animé, mais il y a un dessinateur, parce que moi je sais pas. Ah oui, sur la bande dessinée. Il y a un grand dessinateur. Ouais. D'accord. Et là, vous en êtes où à peu près dans la préparation de cette bande dessinée? On en est à la colorisation. Donc c'est quasiment fini. Ça sera annoncé à Angoulême, au Festival d'Angoulême, et donc ça sort le 9 avril. Donc c'est un scoop. Voilà. C'est un scoop, absolument. Muriel Pénicaud, merci pour ce témoignage riche et inspirant. Nous espérons que ces partages guideront d'autres à faire des choix audacieux et impactants. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci Fanny. À bientôt dans Le Jour Où.